Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'Accélère, l'accélérateur de start-up Deep Tech basé sur le centre de recherche d'Air Liquide. On est très heureux aujourd'hui de lancer notre programme de webinaire avec ce second webinaire. On va laisser peut-être quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer par un petit mot d'introduction de Bernard. Donc, en tout cas, bienvenue à tous sur les webinaires d'Accélère. Bernard, est-ce que tu veux démarrer par introduire Accélère et puis donner un petit peu les raisons pour lesquelles on a souhaité lancer ce programme de webinaire? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci Cécile. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce second webinaire d'une série de 4 qui est organisée par Accélère. Comme l'a dit Cécile, Accélère, c'est l'accélérateur de start-up qui est adossé à Air Liquide et qui vise vraiment des start-up très technologiques, des start-up issues de la deep tech. Et Accélère les accompagne dans une phase qui est post-incubation et leur propose aujourd'hui deux choses. Accélère propose à ces startups en premier lieu un hébergement sur notre campus d'innovation Paris, qui est sur le territoire de Paris-Saclay. Et cet hébergement a une particularité, c'est qu'il met à disposition des startups des laboratoires individualisés, des laboratoires sécurisés dans lesquels les startups vont pouvoir poursuivre leur développement, accélérer leur développement. Et puis, la deuxième partie de notre offre, c'est un programme d'accélération, un programme d'accompagnement par mise à disposition d'experts. C'est un programme d'accompagnement à la carte, complètement à la carte, et les startups peuvent piocher des experts qui peuvent être des experts scientifiques, des experts techniques, des experts en industrialisation, des experts business, des experts dans les différents métiers que le groupe maîtrise totalement, voire des experts transverses qui peuvent être RH, marketing, communication et ainsi de suite. Fort de cette expérience dans l'accompagnement des startups, nous avons décidé de la faire partager, de la partager à d'autres startups que celles qui sont aujourd'hui hébergées et qui font partie du programme Accélère. Et on a décidé de la faire partager dans une série de webinars afin de vraiment donner quelques clés qui vont permettre pour les startups deep tech d'appréhender la vie de startup après avoir réussi cette phase d'incubation souvent. Vous allez voir que ces webinars, et notamment celui d'aujourd'hui, on va vous apporter des retours d'expérience qui peuvent être des retours d'expérience de start-upers, de grands groupes, de financiers, de personnes qui sont vraiment impliquées dans l'accompagnement de l'innovation, des histoires, des témoignages. L'objectif étant vraiment ces clés étant là pour vous faciliter et accélérer votre développement. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense que l'objectif est vraiment de passer sur ce webinaire et ces témoignages. Cécile, je te laisse reprendre la main et puis présenter la thématique qui nous réunit tous aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard pour cette présentation d'Accélère et les raisons pour lesquelles on a lancé ce webinaire. Après avoir abordé hier le thème du financement, aujourd'hui on souhaite se focaliser sur la partie industrialisation, parce qu'en effet au cours du développement d'une start-up, et d'autant plus sur une start-up deep tech qui souhaite se développer, la phase d'industrialisation est vraiment clé. Donc les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui sont finalement, à quel moment penser à l'industrialisation? Est-ce qu'il faut la penser très tôt? À quel moment y penser? Comment finalement l'amorcer? On va voir également que les partenaires, c'est aussi clé dans cette phase d'industrialisation. Donc finalement, quels sont les partenaires sur lesquels on peut s'appuyer? Et puis finalement, comment concevoir toute cette phase d'industrialisation? Donc pour ça, on a la chance d'avoir un panel d'intervenants venant de différents endroits, de différents secteurs d'activité. Donc dans un premier temps, nous accueillons Benoît Hilbert. Bonjour Benoît, donc tu travailles chez Air Liquide, où tu as mené différents projets à la fois de développement, d'industrialisation très techniques, notamment au Turbo Brayton par exemple. Voilà, Benoît, je te laisse te présenter et dire un petit peu quel est ton lien avec cette phase d'industrialisation qui est clé.
Oui, merci Cécile. Donc bonjour à tous. Je travaille en effet au sein du groupe Air Liquide depuis un peu plus de 20 ans. D'abord dans des postes techniques, puis de management, toujours au sein d'activités à fort contenu innovation et technologie. Et je suis actuellement en charge d'un périmètre appelé Air Liquide Advanced Technologies, en l'occurrence des activités de type Deep Tech. Donc le principal site est basé à Sassenage, dans le bassin grenoblois. On y conçoit et fabrique des équipements qui mettent en œuvre divers gaz comme l'hélium, l'hydrogène, le méthane, le xénon et aussi l'oxygène, l'azote, très souvent à très très basse température. Ces équipements sont destinés à des marchés variés, comme le spatial, l'aéronautique, la cryogénie extrême, donc les très très basses températures, pour des applications scientifiques ou industrielles, le maritime aussi, et puis les nouvelles énergies, comme le biogaz et l'hydrogène. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation des différentes activités donc sur lesquelles tu as développé en effet toute cette phase d'industrialisation sur certains projets. Nous avons également donc Frédéric Naudy, donc qui travaille pour Bertin Technologies, donc qui accompagne des entreprises, des startups dans ces phases d'industrialisation. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton poste et puis sur Bertin? Bonjour tout le monde, donc je suis Frédéric Naudy, donc responsable du développement du département Bertin Énergie Environnement, donc un département de Bertin Technologies. Et à ce sujet, j'ai un petit scoop à vous annoncer, puisque d'ici quelques jours, ce département va changer de forme et va intégrer en fait le groupe Naldeo sous la forme de Naldeo Technologies et Industrie, donc en restant sur la même thématique et le même périmètre. Donc ce périmètre, en fait, c'est principalement, on est une société de conseil, d'études et de réalisation dans le domaine de l'innovation sur les secteurs de l'énergie, de l'environnement et du procédé. Donc, on a principalement des ingénieurs et des experts en process industriel, génie des procédés, en système énergétique. Et on va accompagner donc nos clients, qu'ils soient des startups ou des grands groupes, dans le développement de leurs projets. On a également des activités en maîtrise des risques industriels, donc tout ce qui va être dossier réglementaire, dossier demande d'autorisation d'exploiter, dossier ICPE, etc. Et puis, on réalise également des activités dans la performance énergétique industrielle et le déploiement d'énergie renouvelable sur des sites autonomes. Voilà. Merci beaucoup Frédéric, en effet, pour ce panel de compétences importantes pendant la phase d'industrialisation. Merci beaucoup. On accueille également donc Géraldine Ganvaux. Donc bienvenue Géraldine. Donc on va avoir différents retours d'expérience d'industriels et donc Géraldine, tu travailles pour Dassault Systèmes et tu accompagnes de nombreuses startups. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur les startups que tu accompagnes et sur le poste que tu occupes? Alors, je pense que ton micro est coupé, Géraldine. Alors, et on ne peut pas te le rallumer, c'est sur ton... Voilà, c'est bon. Merci Géraldine, bienvenue. Bonjour, alors je suis Géraldine Ganvaux, je travaille chez Dassault Systèmes depuis plus de 8 ans et je suis aujourd'hui dans un département qui s'appelle le 3D Experience Lab, qui est le laboratoire d'open innovation de Dassault Systèmes, dans lequel nous avons une activité d'accompagnement auprès des startups dans la deep tech. Nous avons en fait plus d'une trentaine de startups aujourd'hui que nous accompagnons dans une phase en fait d'accélération à partir d'un stade d'early stage jusqu'à la phase d'industrialisation. Donc on les garde plus de 2 ans avec nous et on leur permet en fait dans le programme d'avoir accès à l'ensemble en fait des outils de Dassault Systèmes, donc des applications de design, de simulation, de manufacturing et d'industrialisation, pour développer leurs produits et amener au succès en fait de cette start-up. En complément, moi je suis en charge de la partie business mentoring et nous avons en fait un gros programme de soutien de start-up qui leur amène des compétences techniques et business pour chacune d'entre elles. C'est des startups qui peuvent être absolument partout dans le monde, qui peuvent être issues de toutes les industries, santé, aéronautique, transport, mobilité. Et ces startups-là, elles vont être soutenues par des experts de chez Dassault Systèmes qui vont les monter en compétences sur nos logiciels. Et le tout est fourni gratuitement pour en fait nous assurer de la pérennité de la société.
Merci beaucoup Géraldine. Donc on a vu qu'on a du coup des points de vue d'industriels et c'était aussi important pour cette phase d'industrialisation d'avoir le point de vue de start-up. Donc bienvenue à Gilles Vallier donc qui est cofondateur de Cariol et qui va nous apporter voilà cette approche et vous connaissez de nombreux développements, vous êtes en pleine expansion. Donc voilà, je te laisse te présenter Gilles et nous en dire un peu plus sur Cariol. Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai la lourde tâche de représenter les startups dans ce webinaire, même si représenter est peut-être un mot un peu fort parce que je pense pas qu'on puisse généraliser à partir d'un cas particulier, mais en tout cas au moins apporter notre expérience, apporter un éclairage grâce à ça. Je vais pas m'étendre sur ce qu'on fait chez Cariol parce que vous pouvez trouver tout ça très facilement sur Internet. Le point important à retenir, c'est que on a la spécificité d'être une start-up, et vous le voyez derrière moi, industrielle, et donc on a notre ligne d'assemblage qui fait près de 500 mètres carrés en plein Paris, dans le 19e arrondissement, dans lequel on fait l'assemblage final de nos produits. Et donc, ça nous a apporté pas mal d'expériences que j'essaierai de partager aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles. On accueille également Hélène Longuepé de Versailles Grand Parc. Hélène, donc tu travailles au sein d'une agglomération et avec de nombreuses start-up entreprises pour les aider dans leur développement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je coordonne les actions d'un service développement économique au sein de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Donc Versailles Grand Parc, c'est 18 communes dont la ville-centre Versailles, 270 000 habitants, 30 000 établissements économiques. Et notre mission principale dans un service développement économique, c'est tout simplement accompagner le développement des entreprises du territoire. Bien sûr, capter de nouvelles entreprises aussi. Donc, nos interlocuteurs, ça peut être des créateurs, start-upers, des PME, des PMI, des grands comptes, toute activité confondue. Et moi, j'aime à dire qu'on est simplement des facilitateurs. On n'a pas forcément la réponse directe à votre questionnement. Mais en tout cas, nos domaines d'intervention principaux, c'est vous accompagner dans votre implantation, qu'il s'agisse par exemple de trouver un lieu concret pour vous développer, vous connecter au réseau de partenaires, et on aura l'occasion d'y revenir, je crois, tout à l'heure, et puis vous permettre d'accéder à des services et au haut niveau de services auxquels vous avez besoin, entreprise, pour vous développer. Merci beaucoup à tous de vous être présentés. Juste avant de commencer ce webinaire et de répondre aux différentes questions sur l'industrialisation, je vous invite à vous présenter, si vous le souhaitez, sur la partie chat, donc les participants, et si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez du coup les écrire sur la partie questions. On y répondra à la fin des interventions. Voilà. Donc n'hésitez pas au cours du webinaire à poser vos questions. Pour commencer, la question qui peut se poser, c'est finalement à quel moment penser à l'industrialisation ? Parce que la start-up va avancer, va se développer, peut-être que la technologie va être prête, et est-ce qu'il faut penser à ce moment-là à l'industrialisation ? Est-ce qu'il faut l'anticiper ? Donc voilà, donc j'ai envie de commencer ce webinaire par cette question, à quel moment penser à l'industrialisation ? Frédéric, toi qui accompagnes de nombreuses start-up et entreprises, est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience et quels conseils tu donnerais justement pour ce temps de penser à l'industrialisation? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai abordé cette question sur un axe technique, en fait, technologique, process. Et en fait, là, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'il faut la penser le plus tôt possible. Ça c'est quelque chose qu'on va redire le plus tôt possible, mais surtout à chaque étape. C'est-à-dire que dans une étape de conception, de développement d'un process, d'un produit, on passe par différents niveaux de maturité. Et souvent, on pense à l'industrialisation lorsque le produit commence déjà à être mature et qu'on se projette dans le développement commercial et la fabrication du produit ou de l'équipement. En fait, à chaque étape, les étapes amont, c'est très important de pouvoir déjà se projeter dans l'industrialisation de façon, en fait, à pouvoir intégrer les choix que l'on fait chaque niveau de maturité, c'est-à-dire quand on est au niveau laboratoire, au niveau POC, au niveau démonstrateur, etc., on a besoin de modéliser son produit ou son process
en utilisant des équipements, des technologies. Et souvent, on va faire des choix qui sont en lien avec l'échelle sur laquelle on travaille. Et dans les étapes, les premières étapes, les étapes les plus en amont, en fait, on va pas forcément se focaliser sur ou intégrer, je dirais, les étapes futures d'industrialisation, et on va avancer sur les technologies qui nous paraissent adaptées à cette taille à cette échelle, en fait, l'échelle POC ou l'échelle labo. Et ce n'est pas forcément les mêmes technos qu'on va pouvoir utiliser à l'échelle industrielle. Et souvent, le changement d'échelle devient problématique si on ne l'a pas anticipé en amont, puisqu'il va falloir changer de techno, il va falloir changer parfois de process, ça peut remettre complètement en cause certaines avancées qu'on a fait dans les étapes précédentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément utiliser et intégrer les technos adaptés à l'industrialisation sur les petites échelles, mais il faut pouvoir être sensibilisé à l'impact que va avoir ce changement d'échelle qui va intégrer des changements de technologie, des changements de conception. Donc, c'est pour ça que j'ai un conseil là-dessus, c'est forcément d'y penser le plus tôt possible et de le repenser à chaque Merci Frédéric d'insister sur le fait que l'industrialisation doit être pensée au plus tôt et doit être également pensée à chaque phase clé. Je vous propose du coup peut-être Géraldine de nous donner aussi ton point de vue, toi qui accompagnes de nombreuses startups. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur à quel moment penser à l'industrialisation ? Oui, tout à fait, merci. En fait, je confirme complètement ce que vient de dire Frédéric. Le défi est à la fois en fait pluriel, il est à la fois technologique, mais il est également aussi humain. Et il faut prendre en considération en fait que le progrès n'existerait pas en fait s'il n'y avait pas l'homme. Donc, il est important en fait de prendre en compte tous ces paramètres pour concevoir en fait son produit. Donc, à la fois à bien prendre en compte que le défi va être lié en fait aux compétences qui sont internes dans l'entreprise, donc pour pouvoir concevoir correctement son produit. Mais il est également réglementaire, il est également en fait scientifique, il est lié à votre environnement et il est lié aussi à votre démarche éthique auquel en fait il faut vraiment prendre en compte. Donc quand on parle de conception, il est également, comme disait en fait Frédéric, important de penser aux outils. Et moi je serais vraiment aujourd'hui assez exigeante sur le fait que les outils, si vous ne prenez pas des outils qui sont industriels dès le départ, même quand vous développez votre prototype, vous allez être vite limité dans votre développement. Un prototype, quel qu'il soit, de toute façon, va vous amener à penser les choses. Et donc, si vous pensez de manière trop basique, si vous pensez de manière trop esthétique, finalement, vous allez perdre un temps fou lorsque vous allez devoir passer à l'échelle. Donc, il est extrêmement important donc de penser au fait que les outils que vous allez utiliser, des outils, en fait, je pense là particulièrement à des logiciels de conception 3D qui vont vous permettre non seulement de voir l'aspect physique, mais l'aspect également technique de votre produit, puissent derrière, en fait, vous permettre, lorsque vous passez à l'échelle, de tout simplement basculer et de travailler en collaboration avec des partenaires. Et ça, c'est important d'avoir vraiment un écosystème de partenaires qui vont vous accompagner avec les outils que vous aurez mis en place dès le départ. Si vous n'avez pas les mêmes outils que vos partenaires, là encore, il risque d'y avoir une fracture entre vous et eux. Et finalement, vos partenaires vont devoir réinterpréter ce que vous avez imaginé au départ. Donc, des outils industriels, c'est majeur. Et l'équipe, vraiment, dès le départ, ne lésinez pas sur la capacité dans votre équipe à avoir vraiment une capacité pluridisciplinaire qui va vous permettre en fait de mettre finalement ce potentiel entre les mains finalement d'une réussite de projet. Donc un gain de temps de la phase de conception jusqu'à la phase d'exécution. Merci beaucoup Géraldine d'insister sur le fait que penser très tôt à l'industrialisation et s'entourer d'équipes pluridisciplinaires permet de gagner du temps ensuite. Et j'ai envie de dire maintenant, on comprend que c'est important d'anticiper, mais finalement, comment on va pouvoir amorcer cette phase d'industrialisation qui peut-être peut faire un petit peu peur au début en se disant il faut industrialiser, mais comment l'amorcer? Est-ce que Benoît, donc toi qui as beaucoup expérimenté ce type de phase de montée en cadence au niveau d'Air Liquide, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, Cécile. Donc d'abord, en fait, pour ma part, au risque de répéter, je ne peux qu'appuyer ce qu'ont dit Frédéric et Géraldine. Et en résumé, si l'on revient juste un tout petit instant à la définition de l'industrialisation, c'est grosso modo les actions qui vont permettre en fait la fabrication en série de prototypes qui auront été créés par la R&D ou par un bureau d'études. Et l'écueil à éviter, comme l'ont dit encore une fois Frédéric et Géraldine, c'est de faire ça de façon séquentielle. À l'inverse, en fait, il faut effectivement, dès lors qu'on commence à concevoir, mettre en place donc des actions d'industrialisation. Donc, c'est-à-dire la façon d'organiser, de procéder à la production et à la fabrication, donc des équipements en question. Donc, pour essayer de répondre en fait à ta question, Cécile, l'une des questions essentielles qu'in fine on doit se poser et qui est une question stratégique pour l'entreprise, c'est celle du make ou du buy. Et sur un tel sujet, en fait, il y a plusieurs questions à se poser. Donc, d'abord, être évidemment clair sur son cœur de métier, c'est-à-dire ce sur quoi, on souhaite concentrer en fait ses efforts et confier le reste éventuellement à d'autres partenaires. Et à ce propos, s'interroger sur la valeur ajoutée de l'entreprise sur tel ou tel sujet est évidemment fondamental. C'est-à-dire se demander aussi ce qui est impératif de maîtriser pour avoir un avantage compétitif dans la durée, bien identifier les avantages sur le temps court et sur le temps long. Autre question à se poser, c'est d'identifier ce qu'on doit protéger en termes de propriété intellectuelle. Et ce, très tôt dans le processus. Donc de savoir et d'avoir défini sa stratégie en la matière, c'est-à-dire est-ce que c'est une stratégie du secret, auquel cas en fait on garde tout en interne et on ne protège même pas en fait nos savoirs, soit à l'inverse en fait une stratégie de dépôt de brevet. En effet, on peut décider de passer par des partenaires, mais dans ce cas-là, qu'en est-il de l'IP, voire de la protection de son propre patrimoine technique, industriel, voire scientifique, évidemment, dans certains cas de figure. Donc, une autre question importante, c'est de savoir si le produit et la façon de fabriquer sont matures et peuvent-ils être sous-traités. On peut imaginer différents schémas en fonction de l'étape de la vie du produit dans laquelle on se trouve. Je prendrai un exemple dans un instant. Et finalement, peut-on se permettre, d'un point de vue financier, de faire du make versus du buy? C'est aussi évidemment un critère fondamental. Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions fondamentales, encore une fois, on peut décider de savoir si on doit mettre en place une usine et jusqu'à quelle profondeur, c'est-à-dire pour quoi faire, c'est-à-dire fabriquer tout ou partie de ces productions. Donc, je vais prendre un exemple à propos des turbo-Rayton que tu as mentionné tout à l'heure en introduction. Donc, c'est une application qui permet de reliquéfier des vapeurs de gaz naturel sur les méthaniers, donc sur les gros supertankers qui transportent en fait le méthane d'un point de la planète à un autre. Avant de lancer effectivement ces fabrications, on s'est posé plusieurs questions. D'abord, nos compétences à être utilisées au mieux dans ce contexte un peu particulier, de très très fortes montées en capacité, notre compétitivité interne versus externe, la pérennité de l'activité, évidemment, justifiant ou pas d'investir, l'utilisation de ressources internes d'autres fins, les risques associés si ouverture d'une usine, plus basiquement encore, même des questions autour de la surface ou des surfaces disponibles. Et donc sur un tel sujet, après avoir fabriqué les premières unités en interne, on a décidé de ne garder que le cœur des systèmes, en l'occurrence la conception de l'ensemble du système, mais de garder en fait en interne que la fabrication des machines tournantes, des turbines et des compresseurs, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, et on a décidé de sous-traiter la fabrication des unités, c'est-à-dire des systèmes embarquant ces machines tournantes, et on s'est tourné vers des contractants au moins aussi compétents que nous, plus agiles, autant que faire se peut, et dont c'est le cœur de métier, pour des questions de compétitivité. Donc, pour répondre à ta question, il n'est pas toujours nécessaire d'ouvrir une usine pour industrialiser, mais l'organisation industrielle en tant que telle, le schéma d'exécution des projets ou des fabrications à venir doit être très réfléchi, évidemment, et doit faire partie très tôt d'une réflexion stratégique au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Benoît, en effet, d'insister sur le fait que amorcer l'industrialisation, c'est se poser des questions stratégiques qui doivent être vraiment sur des réflexions court terme, moyen terme et long terme. Gilles, chez Cariol, vous avez en effet, vous êtes posé ces questions du make or buy et vous aviez peut-être aussi quelques idées préconçues au départ et finalement, vous les avez pas forcément suivies. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience dans cette phase d'amorçage d'industrialisation ? Oui, et puis pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Benoît, qui est assez complet, moi je voulais appuyer sur deux points précis dans cette problématique du make or buy, d'un point de vue vraiment de start-up, parce qu'en fait on a une facilité à penser quand on est une start-up, je compare d'une feuille blanche que toutes les options sont possibles, évidemment avec chacune des avantages et des inconvénients, le make ou le buy, mais il y a un point qui nous a un peu surpris, c'est que
on a voulu, pour donner un exemple très précis, on a voulu externaliser avec des gens qui sont spécialistes de ça, une filiale de Michelin, pour ne pas les citer. C'est comme ça qu'on a voulu industrialiser nos produits au départ. Et en fait, on s'est heurté à quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'on n'était pas prêts, nous, à externaliser. Et notre produit n'était pas mature. Et en fait, quand vous êtes sur un produit qui est encore en pleine évolution, hyper rapide, comme on peut connaître dans l'univers startup, vos partenaires extérieurs, et encore plus des partenaires, on va dire, classiques du monde de l'industrie, vont avoir vraiment beaucoup de mal à vous suivre. Et nous, en fait, on a perdu un temps fou dans les allers-retours avec cette entité de Michelin. Et au bout de quelques mois, on a décidé de faire machine arrière et de réinternaliser l'industrialisation. Et d'ailleurs, on en est là aujourd'hui, c'est que 3 ans après, puisque ces premiers échanges étaient il y a 3 ans, on a toujours conservé la partie industrielle chez nous. Et pour l'instant, on souhaite la conserver. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est est-ce que votre produit est suffisamment mature pour externaliser? C'est pas du tout évident si c'est pas le cas. Et le deuxième point, dans cette question du make or buy, c'est finalement, au-delà de tous ces aspects techniques, ces inconvénients, ces avantages de chacune des deux options, il y a une question un petit peu philosophique, je pense, qui est importante de se poser en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que j'ai envie d'industrialiser, de faire moi-même, ou est-ce que j'ai envie de sous-traiter? Et qu'est-ce que ça veut dire philosophique? C'est finalement, est-ce que je suis prêt à gérer tout ce qui va avec? Alors, est-ce que j'ai envie, par exemple, d'être très agile, très léger, et donc d'externaliser, d'avoir une structure qui soit capable de grossir très vite avec finalement moins d'intensité capitalistique? Dans ce cas-là, l'externalisation, elle est finalement assez adaptée. Ou est-ce qu'au contraire, philosophiquement, moi, j'ai envie de participer au tissu industriel français? Est-ce que j'ai envie d'embaucher des gens qui ne sont pas que des jeunes ingés ou des jeunes commerciaux, mais aussi d'autres profils? Voilà, il y a aussi cette question humaine, philosophique, qui n'est pas négligeable. Et dans un sens ou dans l'autre, qui peut faire pencher la bascule avec votre caractère propre d'entrepreneur. Merci beaucoup, Gilles, en effet, d'insister sur les questions à se poser et compléter aussi par Benoît sur ces questions indispensables si on souhaite amorcer l'industrialisation. Vous avez mentionné aussi chacun l'approche humaine et l'approche de partenaire. Et quand on souhaite amorcer l'industrialisation, finalement, la question aussi se pose, c'est comment bien choisir ses partenaires. Et pour ça, je crois que Frédéric, tu peux nous apporter quelques clés sur comment choisir ses partenaires. Oui, donc encore une fois, basé, je dirais, sur les partenaires conseils, accompagnants, je dirais, techniques, technologiques dans le process d'industrialisation. Donc là-dessus, les conseils du retour d'expérience un petit peu qu'on a, c'est que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des partenaires qui ne sont pas forcément du métier, c'est-à-dire on va pas forcément chercher les spécialistes du domaine dans lequel on est, mais des gens qui ont cette expérience de l'industrialisation, de l'échelle, etc. Et l'avantage de sortir un peu de son métier, c'est que ça permet d'oxygéner, ça permet d'obtenir aussi des solutions qui viennent d'autres secteurs, d'autres métiers, avec notre approche qu'on n'a pas forcément intégrée, qu'on n'a pas dans nos habitudes. Donc, se frotter à d'autres cultures, en fait. L'autre point important, c'est de pouvoir s'associer, se faire aider par des partenaires qui peuvent vous accompagner sur le long terme, c'est-à-dire démarrer très tôt avec vous, puisqu'on a vu que l'industrialisation, c'est un sujet qui démarre très tôt dans les phases de développement, de conception, et qui sont capables de vous accompagner sur votre chemin, votre évolution jusqu'à l'industrialisation. Donc, plus on a un partenaire qui est capable d'enchaîner seul ou en partenariat avec également d'autres sociétés ou d'autres conseils, mais pouvoir vous accompagner sur la durée, c'est aussi un gage de réussite. Et puis, je dirais, c'est encore une fois, on a parlé beaucoup d'humain là-dedans, la techno, c'est important, mais l'humain est primordial. C'est avoir des partenaires avec qui on a une certaine relation, on a une relation de confiance, on a bien la difficulté d'externaliser complètement, c'est pas toujours simple. Donc, avoir des partenaires avec qui on a une relation de confiance, des partenaires qui amènent de la flexibilité, de la souplesse, puisqu'en fait, quand on part dans ces sujets-là, on sait très bien qu'au départ, les choses ne sont pas écrites, on connaît pas toute l'histoire. Donc, il faut pouvoir évoluer avec le projet, il faut pouvoir avoir une certaine souplesse. Un partenaire très, très standard, très rigide, c'est assez difficile, je dirais, dans ces phases où on est dans une aventure en perpétuelle évolution. Donc, en gros, les
les grandes lignes, c'est pouvoir accompagner sur la durée, avoir un œil, surtout un œil critique et pouvoir prendre du recul, et puis une relation de confiance. Merci en effet, Frédéric, d'insister sur l'importance de ces relations de confiance. Ce que je crois que Gilles aussi, vous avez réussi à vous entourer de partenaires de confiance. Comment vous avez fait un peu pour trouver ces partenaires? Je crois certains un peu atypiques qui vous ont beaucoup aidé. Je vais dire quelque chose de vu et revu. C'est vraiment en tant que start-up, et surtout, c'était notre cas quand vous n'avez pas ou peu d'expérience dans le monde industriel. Nous, on partait vraiment de zéro sur ce secteur-là. Faut pas hésiter à aller taper à toutes les portes dans ce milieu qui est un milieu qu'on connaît souvent assez mal. Et toutes les portes, c'est vraiment, ça peut aller évidemment de sociétés spécialistes comme la société de Frédéric, ça peut être aller taper à la porte d'industriels. Et j'ai parlé de Michelin tout à l'heure. On a aussi eu, au gré de nos échanges, la chance de se faire mentorer, accompagner par des gens de chez Renault. Voilà, des gros industriels qui n'ont pas du tout la culture agile startup, mais qui pour autant ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'y reviendrai avec un petit exemple. On a énormément gagné dans ces échanges-là. Ça peut être évidemment d'autres porteurs de projets qui sont à des stades plus avancés. Ça peut être aussi vos fournisseurs. Il ne faut surtout pas oublier les fournisseurs. On n'a jamais autant, nous, fait de gap, de progression qu'en allant une journée chez un fournisseur qui nous a montré 2-3 trucs et qui nous a permis de gagner 2 semaines, 2 mois derrière. Donc vraiment, aller taper à toutes les portes. Et un exemple pour illustrer ça, c'est justement celui de Renault. On a eu la chance justement de rencontrer des gens. C'était vraiment de manière officieuse. On n'a pas un partenariat officiel contractuel avec Renault, c'est au gré des rencontres. Et ces gens-là nous ont ouvert les portes des usines, des fabrications de Twizy de Renault qui sont en Île-de-France. Et on a pu apprendre des choses qui paraissent vraiment basiques quand on est dans le monde industriel, mais qui sont à milieu de nos préoccupations quand on commence à industrialiser. Un tout petit exemple, donc nous on fabrique des petits véhicules électriques et les cartes électroniques qui sont hyper clés dans le fonctionnement de ces véhicules. Chez Renault, ils les mettent tout le temps verticales. Qu'est-ce que c'est l'intérêt? C'est que si jamais il y a de l'eau qui rentre dans votre carter, il est censé être étanche, mais il y a toujours de l'eau qui rentre, l'eau elle va s'écouler. Voilà, c'est un petit détail. Mettre les cartes verticales, on y pense. Franchement, c'est quasiment impossible d'y penser comme ça. Et pourtant, derrière, ça fait gagner énormément de temps, évidemment, énormément de soucis qui sont évités le jour où vous avez vos 100, 200, voire 1000 machines qui sont dehors et qui ont le même problème en même temps parce qu'il y a eu une grosse pluie et que vous avez vos cartes électroniques qui ont pris l'eau. Voilà, c'est un petit exemple, mais vraiment, allez chercher les conseils, allez chercher les infos. Il y a plein de gens qui vont être prêts à vous en donner. Merci beaucoup, Gilles, en effet, d'insister sur le fait que toute idée et toute relation peut apporter énormément et faire gagner du temps dans ces phases de croissance. Géraldine, toi qui accompagnes également des startups, je crois que tu avais un autre conseil aussi à donner sur le choix des partenaires. Oui, merci. En fait, je confirme ce que disent globalement Frédéric et Gilles sur le fait que choisir des partenaires, c'est une affaire collective et qu'il est extrêmement important de bien s'entourer. Et c'est d'ailleurs dans une démarche d'open innovation qu'ici, on travaille au lab avec les startups pour les connecter avec les bons partenaires qui sont des industriels, comme tu citais, Gilles, Renault. Dans différents domaines, on a aussi dans la santé ou dans les industries d'équipement, etc., etc. Donc, en fait, chaque start-up qu'on a ici dans notre écosystème, on les connecte aux bons partenaires pour faire en sorte justement qu'elles puissent anticiper des besoins ou qu'elles puissent prendre en compte en fait certains paramètres techniques auxquels elles n'avaient pas pensé. En revanche, là où il faut toujours être prudent, lorsque vous allez voir un partenaire, c'est de leur faire signer quand même en fait une clause de confidentialité parce que votre idée, il faut la protéger. Donc ça, c'est la première chose parce qu'on ne sait jamais. Même si vous partez dans un principe que vous cherchez des gens bienveillants et qui vont pouvoir vous accompagner, vous ne savez pas précisément qui ils sont quand même derrière. Donc, d'où l'importance qu'on vous introduise à des gens de confiance.
Et puis, il y a une autre chose, c'est que ce qu'on a déjà vécu, nous, avec des startups qui font partie du lab, qui sont dans le développement technique complexe et qui, lorsque elles n'ont pas la main en fait sur leur développement industriel, parce qu'au départ, elles pensaient en fait qu'un bureau d'études pouvait faire l'affaire, ou elles pensaient que un ami d'amis allait pouvoir les aider sur telle problématique. Il s'avère parfois que lorsqu'on n'a pas la main sur son produit, au final, on a des difficultés à pouvoir en fait finalement avancer dans son développement, puisque finalement on n'est plus maître de ce que l'on développe, mais on le sous-traite à quelqu'un d'autre. Donc moi je dirais plutôt qu'il faut être prudent. C'est pas impossible, et et je pense que c'est tout à fait réalisable, mais surtout soyez confiants dans l'idée que une équipe pluridisciplinaire en interne, c'est quand même quelque chose, c'est une force pour vous, et qu'elle vous permettra d'anticiper beaucoup de choses. Associer différents types de compétences, à la fois seniors et à la fois juniors, parce que c'est justement par cette richesse que vous allez pouvoir aussi prendre les devants sur certaines problématiques. Et sur les partenaires, n'hésitez pas à aller voir des accélérateurs tels que Accélère ou d'autres comme celui de Dassault Systèmes ou 3D Experience Lab, qui vont pouvoir vous permettre, ou chez Air Liquide, bien entendu, pour pouvoir en fait vous permettre de choisir en fait l'écosystème de partenaires qui vont être appropriés à votre domaine. Donc c'est un tout, et je pense que dans ce cas-là, vous garantissez une meilleure réussite d'industrialisation de votre produit. Merci beaucoup Géraldine, en effet, et à vous trois de montrer l'importance de s'accompagner de partenaires de confiance, et vraiment de vérifier cette confiance régulièrement pour vérifier que vous êtes bien alignés entre les partenaires et votre stratégie. Il y a des partenaires auxquels on pense pas forcément, mais pourtant qui sont vraiment d'une grande aide. C'est les partenaires, finalement, le territoire qui peut vraiment être un soutien important. Benoît, vous avez expérimenté cette aide du territoire dans le cadre des différents développements des projets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur de quelle manière le territoire vous a aidé? Oui, en effet. D'abord, en fait, disons-le très honnêtement, on a souvent des a priori sur les administrations. Certes, on peut probablement se perdre parfois dans les méandres des sujets administratifs, c'est un fait, on l'a tous plus ou moins expérimenté. Mais en réalité, les institutionnels sont des partenaires aussi, auxquels il faut penser très tôt, et qu'il faut embarquer en fait très tôt dans nos processus d'industrialisation, en particulier quand en fait on a des projets qui conduisent à installer une usine ou des ateliers supplémentaires, comme c'était le cas en fait sur mon périmètre. Donc il faut les embarquer très tôt, et ils peuvent être en fait d'une très très grande aide. Et typiquement dans le cadre de nos projets, ils ont été de réels facilitateurs, comme l'avait dit en fait Hélène tout à l'heure. Donc quelques exemples en fait concrets. Le site principal de mon périmètre aujourd'hui, donc à Sassenage, à proximité de Grenoble, il est sur une zone inondable. On est à proximité de l'Isère et du Drac, et en fait, il pourrait effectivement un jour y avoir une inondation. Donc, on fait actuellement d'énormes travaux sur le site, en y construisant des nouveaux bâtiments tertiaires d'une part, mais aussi en rénovant ou en modifiant de façon importante les bâtiments de production. Et l'obtention de permis de construire a été très largement facilitée par un travail concerté avec la mairie d'une part, la métropole aussi, la préfecture et la direction technique du territoire. Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, la mairie nous a aussi permis de présenter notre projet aux riverains en organisant une réunion ad hoc, et de façon à limiter le risque en fait de recours après le dépôt du permis. La mairie et la métro nous ont aussi aidés à mettre en place une relation avec l'écosystème local. Donc, par exemple, très très pratiquement, elle nous a permis de trouver un investisseur semi-public pour des bâtiments que nous louerons par ailleurs et qui sont en cours de construction. Donc, on investit sur le site, et on fait aussi construire à proximité en s'appuyant sur l'écosystème, et donc des partenaires qui sont prêts à nous accompagner dans nos projets industriels. Le site présente par ailleurs aussi des risques industriels, et la préfecture, le préfet en personne, nous a permis d'accélérer certains sujets pour le bénéfice de l'entreprise, puisque globalement, ça permet aussi d'avoir une meilleure maîtrise de nos risques industriels. Et bon, bien évidemment, c'est bénéfique en fait dans la durée pour l'entreprise. Donc je répète, il est important de travailler très tôt avec les administrations, et de concert avec tout ce qu'elle représente, la mairie, la métro, préfecture, direction technique, et ainsi de suite. Et je crois qu'en fait, Hélène pourrait nous éclairer en fait davantage sur ces sujets.
En effet, merci Benoît. Et Hélène, toi qui travailles au niveau de l'agglomération de Versailles Grand Parc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le soutien que peut apporter un territoire? Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, s'implanter, c'est à la fois trouver un lieu physique dans un environnement qui est bien connecté, bien desservi. Donc ça, c'est un point. C'est aussi, comme vous l'avez tous dit, être proche de ceux qui vont participer en fait à votre succès, à votre réussite. Donc ça veut dire trouver des partenaires technologiques, des financeurs, des réseaux de services, des ressources humaines, des prestataires, des clients. Et en fait, une agglomération, selon moi, et un service de l'éco en particulier, c'est vraiment vous apporter une aide à l'entreprise dans la stratégie d'implantation, au sens large. Et c'est vous mettre en lien avec l'ensemble de l'écosystème qui va être utile à votre projet. En fait, nous, de par nos métiers, on a une approche globale du territoire. C'est vraiment notre métier de bien le connaître. Donc, souvent, sur une approche implantation, nous, on va bien sûr analyser votre besoin et surtout anticiper son évolution. Je prends souvent une anecdote, ça revient chez beaucoup de porteurs de projets. On vient nous trouver en nous disant « j'ai besoin de commencer à prototyper sur un sujet, il me faut une petite surface, 100 mètres, 200 mètres carrés, avec éventuellement un petit bureau, voilà, pour pas être loin de mon petit atelier. » Ok, ça c'est une demande, mais concrètement, ce besoin, il va être lié à un développement parce que vous n'allez pas rester dans vos 100 mètres carrés. Donc, nous, on travaille vraiment là-dessus, à essayer de vous faire définir en allant un petit peu au-delà du simple besoin à un moment T. Donc, on va essayer de travailler avec vous pour vous orienter vers des biens immobiliers qui pourraient vous correspondre et vous aider à faire le choix en travaillant sur 2 axes. Quel va être vraiment votre besoin technique lié à votre activité et quel est aussi le besoin qui va être en lien avec l'humain. On en a beaucoup parlé précédemment, puisque vous allez avoir des équipes qui vont travailler avec vous et forcément, elles vont avoir des besoins sur le territoire au niveau de service. Alors juste, nous, comme beaucoup d'autres agglomérations, on n'a pas de biens en propre ou très peu. Donc, en fait, on travaille avec des commercialisateurs de locaux qui proposent des biens à vendre, à louer, des ateliers, de la logistique. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous permet d'être assez réactifs dans les réponses qu'on peut vous aider, qu'on peut vous donner. Pardon. Autre point, on travaille vraiment la complémentarité territoriale. Donc, si vous vous adressez à Versailles Grand Parc, si on n'a pas tout à fait la réponse à votre besoin, on travaille avec les communautés voisines. Chez nous, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines et le plateau de Saclay. Et je prends aussi là peut-être un exemple pour illustrer mon propos. On a une start-up qu'on accompagne depuis un petit moment, qui est un fabricant de paille papier made in France. Et lui, en fait, il a son centre de production dans les Yvelines. Donc, il cherche à le rapprocher, bien sûr. Il réside depuis de très nombreuses années sur l'agglomération. Et donc, il nous a interrogés sur le sujet. Il a une autre contrainte, qu'il voulait avoir le centre de production, c'est quelque chose, mais il a besoin aussi de son siège social, d'une identité, d'une enseigne et d'une proximité de son bureau avec son domicile. Donc, nous, on a une structure qui s'appelle une maison des entreprises, qui est en fait dédiée à l'hébergement de créateurs et d'entrepreneurs. Donc, on lui a proposé un bureau. Donc, il a son bureau à Versailles, dans cette structure, proche de son domicile, et ça lui permet de recevoir ses clients et de faire une partie de son business de manière facile. Donc, c'est ça aussi, une agilité de territoire sur l'accompagnement. Et le deuxième axe sur lequel on a déjà échangé, c'est vraiment être en capacité de vous mettre en lien avec les partenaires. Donc, là encore, Benoît a souligné la capacité à vous faciliter un peu la tâche. C'est ça, je pense qu'on est en capacité souvent de vous faire gagner du temps en vous permettant d'accéder à un réseau qui va être solide et à un réseau qui va être de confiance. Ce terme de confiance, il est revenu également aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas s'entourer n'importe comment et un peu en étant à l'opportunisme quand on veut valoriser son projet. Donc, nous, on est très en lien avec tous les lieux d'innovation publique, privée du territoire au sens large, l'agglomération, mais également l'Île-de-France, voire même à l'extérieur et à l'international. Donc, on peut vous mettre vraiment en relation avec les bons réseaux, avec des interlocuteurs scientifiques, avec des interlocuteurs technologiques, avec des investisseurs, avec des écoles également pour trouver vos ressources humaines. Là, j'illustre peut-être ce sujet avec une start-up qui est implantée sur le territoire, qui est basée à Toussus-Noble, parce qu'elle est sur les métiers de l'aéro. Elle est en cours d'industrialisation
d'un turbo-réacteur hybride pour l'aviation civile et de loisirs. Et elle nous a sollicité, non pas pour trouver son local parce qu'elle l'avait trouvé, mais parce qu'elle avait besoin de visibilité. Et là, ce qu'on a travaillé avec elle, c'est la possibilité de valoriser ces développements sur un salon qui a lieu sur le cluster, à l'échelle du cluster Paris-Saclay, qui s'appelle Spring, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, on lui a permis d'avoir un stand et d'être visible auprès d'une communauté d'investisseurs et d'industriels sur le sujet. Également, on a préparé un rendez-vous ciblé pour faire venir des élus, des industriels, des investisseurs chez eux. Donc, c'était vraiment une petite délégation très ciblée pour donner à voir leur développement. Et ils avaient aussi besoin de constituer leurs équipes. Ils étaient en recherche d'ingé sur les domaines industriels, électronique, énergie, mécanique. Et là, on les a connectés notamment aux mines télécom et à Centrale Supélec. Voilà un peu le type d'aide qu'on peut apporter. Également, il y a énormément de réseaux d'entrepreneurs et de développeurs sur les territoires. J'en cite un qui est la communauté French Tech Paris-Saclay, qui est la première communauté de start-upers Deep Tech d'Île-de-France. Donc, dans le chat ou en annexe, je vous redonnerai les dates de leur rentrée parce que je pense que c'est important de la rejoindre. Et c'est le 13 octobre, je crois, de mémoire. Exactement. Et juste un dernier point, parce qu'on nous pose souvent la question, et on nous aborde souvent aussi sous cet axe-là, est-ce que vous apportez du financement à nos projets? Alors, c'est rarement en direct, en tout cas pas notre agglo, et très peu d'agglos le font. En revanche, on a vraiment une lecture sur une veille sur l'ensemble des dispositifs d'Île-de-France sur le soutien aux entreprises industrielles. Donc, il s'agit de subventions, de prêts, d'appels à projets. On suit tout très près, donc on est vraiment en capacité de vous les relayer, voire de vous accompagner jusqu'au bon interlocuteur pour transmettre et porter vos dossiers. Voilà. Merci beaucoup Hélène de nous avoir montré cette diversité de soutiens que peuvent apporter un territoire. En effet, je pense que ça peut apporter différentes manières et différentes partenaires dans le développement de votre industrialisation. Il y a une question aussi qui se pose sur l'attractivité du territoire. Juste avant de basculer sur cette partie attractivité du territoire et après sur la partie de comment finalement vraiment concevoir son industrialisation, je vous rappelle juste que vous pouvez poser des questions sur la partie questions et on y répondra juste après les interventions. Donc, juste pour compléter du coup ce que vous avez dit sur l'attrait d'un territoire, Gilles, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui pour toi a fait que vous êtes implanté dans Paris? Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous avez choisi ce territoire? Ouais, alors, qu'est-ce que c'est une bonne implantation? Est-ce que c'est un bon territoire? C'est une question assez vaste, effectivement. Et déjà, un premier élément qui est important, selon moi, de souligner, c'est qu'une bonne implantation va en fait dépendre déjà de votre stade de développement. Et une bonne implantation sur les 2 premières années d'industrialisation ne va pas forcément être la même que quand vous serez dans un rythme de croisière ou une phase de déploiement à l'international, etc. Donc, bien prendre en compte ça. En tout cas, en tant que start-up, il faut arriver à garder ce côté agile et pas forcément opter pour un site qui va vous tenir les 10 prochaines années, parce que d'une part, ça risque de vous mettre une pression financière au début qui est intenable, mais aussi parce que ce ne sera pas forcément adapté à vos problématiques. Je pense notamment, Hélène en parlait tout à l'heure, la question de la proximité entre la partie industrielle et la partie bureau, notamment l'ingénierie pour toutes les startups techno. Nous, on a fait le choix, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans Paris aujourd'hui, enfin une des raisons importantes en tout cas, de conserver au même endroit la partie industrielle et la partie bureau. Donc là, vous voyez en dessous, on a la partie industrielle et au-dessus, on a une mezzanine avec l'ensemble, toute notre équipe est encore regroupée au même endroit. Et ça, c'est quelque chose qui était indispensable jusqu'à présent. J'en reviens à la maturité du produit parce que c'est un truc qui est fondamental. Tant que vous êtes dans des évolutions rapides de votre produit, constante, parce que nous, c'est notre cas, c'est quand même difficilement envisageable de séparer. Ça crée, en fait, vous allez créer une inertie qui est importante. Et notamment, en fait,
les startups de plus en plus ont tendance, pour des raisons de rapidité, de pression financière, à mettre des produits sur le marché qui ne sont pas forcément encore super matures, et c'est ce que beaucoup de gens conseillent dans l'univers de l'innovation. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans la phase, tant que vous êtes en phase d'amélioration, de progression, vous allez avoir à faire évoluer votre processus industriel de manière quasiment constante. Voilà, ça c'est le premier point. Et pour en revenir à Paris, c'est vrai que nous, on a fait ce choix qui est un petit peu atypique, notamment, et je reviens aussi sur ce que disait Hélène, parce qu'on a eu ce soutien de la ville de Paris pour s'installer, et c'est quand même indispensable, et aussi financier. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on choisit son implantation sur un territoire? Et finalement, un équilibre entre trois facteurs qui sont assez classiques. Mais il faut pas les négliger. Il faut pas négliger un des trois parce que ça peut faire pencher la balance. C'est évidemment l'impact économique, donc des trucs très basiques, le coût des loyers. Mais vous avez aussi au-delà des loyers tout ce qui est logistique amont, donc depuis vos fournisseurs jusqu'à chez vous, ça a un coût. Aval, depuis chez vous jusqu'à vos clients ou sans vos clients. Et la question RH, c'est-à-dire qu'en fonction de notre implantation, vous n'allez pas pouvoir embaucher les mêmes personnes, puis vous n'allez pas forcément payer les mêmes salaires non plus. Voilà, ça c'est vraiment la partie économique qui est assez large. Il y a de manière un peu plus globale l'impact humain. Et l'impact humain, j'ai un petit peu dit déjà, c'est est-ce que vous voulez scinder votre équipe en deux ou est-ce que vous voulez tout conserver au même endroit? En tout cas, à quel moment vous voulez faire l'un ou l'autre? Est-ce que vous allez avoir des gens, si c'est scindé, qui vont devoir faire des allers-retours entre vos bureaux et votre ligne? Et combien de temps ça va leur coûter, d'une certaine manière? Et puis, le troisième impact à prendre en compte dans l'implantation, on n'y pense pas forcément, et nous, il a joué un rôle prépondérant, c'est l'impact business. En fait, nous, cette ligne d'assemblage, aujourd'hui, elle joue un vrai rôle commercial. Il ne faut pas le négliger, c'est que, en fait, elle nous sert de showroom, à la fois de nos produits, mais aussi de notre savoir-faire. Et quand on fait venir des clients chez nous, on est sûr que la visite va être un truc qui va les marquer. Voilà. Et c'est aujourd'hui, payer un loyer à Paris, c'est un investissement, mais qui, selon nous, a du sens dans cette phase d'évangélisation de notre produit. Voilà. Merci beaucoup, Gilles, de nous montrer en effet l'importance du choix stratégique du territoire et de quelle manière il peut être attractif pour vous. Du coup, et Hélène, est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots, je vois que l'heure tourne, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette attractivité du territoire? Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais réagir sur ce que vient de dire Gilles. Et Gilles parle de juste équilibre et c'est exactement ça, en fait. Le territoire, il est là pour vous aider à le trouver, ce juste équilibre. Parce que pour se développer, comme tu viens de le dire, Gilles, l'entreprise, elle a besoin d'un environnement qui va répondre à ses attentes en termes de business. Elle a aussi besoin d'un environnement qui va permettre à ses équipes, aux hommes et aux femmes qui travaillent dans la structure, de travailler dans les meilleures conditions. Et nous, le territoire, on va adresser les sujets de transport, de lieu d'habitation, de proximité avec des commerces, avec des services, avec du loisir même. Voilà. Et on met, là, je vais illustrer un peu, mais d'autres agglos font des choses similaires. Mais à Versailles Grand Parc, on a des outils qui sont vraiment liés à la qualité de vie des salariés et à ce rapprochement domicile-travail et à ce qu'on peut trouver comme niveau de service à proximité de l'entreprise. On a notamment, au titre de ce qu'on appelle, nous, un Welcome Pack, une plateforme qui est ouverte à tous les salariés du territoire et de nos entreprises pour trouver leur lieu de vie sur l'agglomération. Donc, en fait, c'est tout simplement un outil qui permet de mettre en relation l'offre avec l'offre de logement. Donc, les personnes indiquent où ils vont travailler le matin, quelle est un petit peu la composition de leur foyer, s'ils veulent louer, acheter un bien, et ils peuvent se connecter directement à l'offre du marché. Donc, pour nous, c'est aussi rendre le territoire attractif parce que visible avec un outil qui le valorise. Donc, et bien sûr, on adresse le sujet du lien domicile-travail. On a un autre outil qui est une plateforme qui permet d'optimiser ses déplacements et surtout de choisir les modes de déplacement adaptés, parce que vous n'ignorez pas que les agglomérations, bien sûr, on travaille sur ces sujets de mieux se déplacer, de protéger l'environnement, et on est sur l'agglo particulièrement attaché à notre cadre de vie et à l'environnement. Donc ça, c'est un outil aussi assez simple d'utilisation qui permet de travailler cet accès au site entreprise. On a dans les tuyaux un autre outil qui est plus en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure
sur la stratégie vraiment d'implantation, le choix du bon site au bon moment, qui permettra d'objectiver un peu les avantages et les inconvénients lorsqu'on hésite entre plusieurs lieux d'implantation. Et très prochainement aussi, à la rentrée, en début d'année prochaine, une plateforme qui sera collaborative dédiée à l'emploi et à la formation, là pour aller vraiment capter la ressource locale. On a la chance d'avoir des écoles et des lieux de formation qui sont hors pair et vous permettre aussi de vous connecter à la ressource. Pour nous, ça a vraiment du sens. Et j'ajouterais, moi, sur l'attractivité, vraiment le sujet de la visibilité. Donc, Gilles, tu en as parlé en disant c'est pas neutre si je choisis aussi de payer un loyer un peu fort à Paris. De la même façon, c'est vrai que peut-être à s'implanter sur un territoire comme celui de Versailles-Grand Parc, qui véhicule la marque Versailles dans son bagage, être situé au sein d'un cluster d'innovation Paris-Saclay, ça peut avoir du sens. Donc, moi, je dirais qu'un territoire attractif, c'est aussi un territoire qui peut proposer, entre autres, une adresse. Ça peut avoir vraiment son importance dans votre développement. Merci beaucoup Hélène, en effet, de nous avoir aussi donné des news de Versailles Grand Parc, de ce qui allait arriver et de l'importance de l'attractivité d'un territoire. Je vous propose maintenant d'aborder une question qui est également essentielle sur la conception de l'industrialisation. Finalement, quelles sont les contraintes qu'on va avoir pour industrialiser et comment concevoir cette phase? Benoît, dans les projets que vous avez menés, voilà, il y a certaines problématiques qu'il faut prendre en compte, comme tout ce qui est surface, gestion des stocks, etc. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, chez Air Liquide, comment vous avez conçu cette phase? Oui, donc on l'a dit, je vais le répéter encore une fois, c'est important de penser très tôt donc, son produit avec la perspective de l'industrialisation. Donc, par exemple, pour définir les surfaces nécessaires, et donc la gestion des stocks en l'occurrence, puisque c'est ta question, je vais enfoncer une porte ouverte. Ça commence par un business plan solide avec une projection sur plusieurs années pour définir son schéma industriel. Et en l'occurrence, qu'il ne faut surtout pas hésiter à phaser, c'est-à-dire commencer par exemple, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure, fabriquer donc des prototypes, des pré-séries, voire le début des séries en fait en interne, avant d'opter pour un autre schéma et donc aller sous-traiter typiquement des équipements à l'extérieur. Et je crois que ça a été illustré par Gilles également, en ayant tenté en fait peut-être un peu vite d'aller sous-traiter en fait à l'extérieur. Mieux vaut avoir des équipes de conception et d'industrialisation sur un même site. Et c'est probablement en fait l'un des drivers aussi qui a conduit Gilles et son équipe à avoir des fabrications en interne au sein même de Paris. Donc de façon plus précise et peut-être pratique, dès la phase de conception, il faut aussi anticiper les étapes de fabrication et donc la mise en production. Et c'est précisément ce qui conduira à une industrialisation efficace, donc jusque dans les process de fabrication. Il est nécessaire pour ça de penser très vite au flux dans les ateliers. Ça paraît évident, mais il faut le redire et surtout le faire. Donc pour définir l'espace nécessaire et l'optimiser. Et puis aussi penser aux outillages qui vont permettre de fabriquer. Donc pour éviter de concevoir des choses qui, in fine, seraient compliquées, voire dans certains cas de figure, quasi impossibles à fabriquer, en tout cas dans un contexte compétitif. Donc pour ça, il est primordial de faire intervenir des personnes de terrain, donc des experts qui connaissent les problématiques des outillages, je viens de le dire, de la fabrication, des soudeurs par exemple, dans le contexte en fait de certaines de nos activités. Et si ce n'est pas le cas, je le répète, si on laisse la spécification en fait entre les mains d'un bureau d'études très amont, l'écueil c'est qu'en fait on aura des problèmes en aval pendant les phases de fabrication. Et ça n'arrive pas en fait qu'aux startups, pour être complètement transparent et humble. On peut aussi tomber dans cet écueil même dans les grands groupes, même lorsqu'on a une masse critique de compétences en fait en présence, qui fait qu'on ne devrait pas tomber dans ce type de difficultés. Donc ça vaut le coup de le redire et encore une fois de s'y tenir et de le faire. Donc pour tout ça, il est évidemment primordial de s'entourer de personnes compétentes dans le domaine, de mettre en place des indicateurs aussi pertinents et de suivre leur évolution, d'avoir une approche en fait d'amélioration continue permanente. Donc ça c'est pas en fait un one shot, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, ces étapes d'industrialisation. Et de mon point de vue, en fait, se faire challenger par des tiers. Alors, ça peut être en interne et on a la chance d'être dans un groupe et une équipe qui a énormément de compétences en France, en Europe, dans le monde. Enfin, on a une masse critique qui est certainement sans commune mesure avec celle typiquement de start-up comme celle de Gilles et bien d'autres. Donc, on a cette chance-là et donc se faire challenger par des tiers par rapport à l'équipe projet ou par rapport à notre entité à nous, ça a une importance. Ça peut être, encore une fois, en interne, des consultants, des spécialistes. C'est toujours intéressant. Et ça apporte, in fine, toujours, je crois, de la valeur. Donc voilà pour illustrer un petit peu ce que tu
la question est Merci Benoît, en effet, d'insister sur l'implication des personnes du terrain, l'implication de remettre en cause régulièrement par des équipes sa conception. Benoît, vous également, Gilles, comment vous avez fait aussi pour concevoir vos usines et sachant que vous les avez en plus, je crois, régulièrement revues parce que le développement était important. Alors, ton micro est coupé, Gilles. Comme le temps file, je vais essayer de faire efficace. Effectivement, je parlais tout à l'heure de la bonne implantation au bon moment. Il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le travers inverse, et c'est ce qui nous est un petit peu arrivé, puisque on en est à notre deuxième installation industrielle en 2 ans, et très probablement, l'an prochain, on va devoir changer pour plus grand. Le point d'attention que je veux soulever en disant ça, c'est que, alors déjà, un déménagement, quand vous êtes sur une installation industrielle, c'est plus la même chose que juste déménager vos PC et vos archives quand vous avez un bureau. C'est vraiment hyper contraignant, donc il faut quand même le prendre en compte. C'est pour éviter ça, du coup, il faut faire attention à bien évaluer le besoin, notamment en termes de surface, parce qu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, ça veut dire procéder par étapes, identifier quels vont être vos postes de travail. Donc, ça veut dire identifier un process d'assemblage. Quand on est en phase prototypage, généralement, on fait tout en même temps. Donc là, il va falloir découper un process d'assemblage. Ensuite, chaque poste de travail va avoir besoin d'une surface pour que la personne puisse travailler, quels sont ses composants à proximité. Vous allez pouvoir évaluer une surface optimale pour travailler. Et puis ensuite, le point qui vient... qui est important, c'est la gestion des stocks. En fait, on peut travailler, c'est très bien, mais derrière, on va avoir besoin de se faire livrer. Et en fait, un fournisseur, il ne va pas vous livrer juste de quoi travailler pour la journée, pour la semaine. Généralement, vous allez vous récupérer une livraison qui va tenir 1 mois, 2 mois. Et ça, c'est pas négligeable. Nous, on a négligé cet aspect-là, le stock amont, le stock des pièces fournisseurs, mais aussi le stock aval. C'est-à-dire qu'une fois que vos produits sont fabriqués, c'est quand même assez rare, en tout cas au début, d'être capable de les livrer le jour même ou la semaine même. Il y a des délais qui peuvent être assez. Et ce stock-là, nous, il nous a mis dedans plusieurs fois. Donc, on se retrouve à chaque fois à être à l'étroit et du coup à devoir aller chercher de la surface supplémentaire. Donc, si je dois donner une petite astuce, c'est qu'une fois que vous avez estimé votre besoin de manière à peu près précise et évaluée, c'est prenez 50% de marge. Je pense que ça ne sera pas de trop. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils très, très concrets, Gilles. La partie réglementaire joue aussi un rôle essentiel dans la conception de l'industrialisation. Est-ce que, Frédéric, tu peux nous dire un peu plus comment justement intégrer ce volet qui est parfois compliqué parce qu'on n'a pas forcément les compétences en plus en interne sur la partie réglementaire? Oui, tout à fait. Surtout que là, on est quand même axé là, sur de l'industrialisation de projets innovants. Donc, ce qui se rencontre parfois dans ce processus, c'est qu'on se retrouve dans des vides réglementaires, c'est-à-dire que les produits ou les process sur lesquels on travaille sont pas prévus dans le cadre réglementaire existant. Donc, c'est d'où l'intérêt de l'anticiper très très tôt, c'est-à-dire qu'encore une fois, en parallèle des phases de R&D, penser à cette industrialisation, à cette mise sur le marché et anticiper en fait le lobbying, la préparation, l'adaptation éventuelle au cadre réglementaire pour ne pas tomber dans ces vides juridiques. Donc le réglementaire, effectivement, on va le trouver. Alors ça peut vraiment être un frein au développement, comme ça peut être aussi une opportunité, puisqu'il y a aussi des innovations qui se développent sur des opportunités réglementaires. Mais pour éviter que ce soit un frein, il faut effectivement le prendre en compte vraiment comme un fil rouge, à la fois dans le développement du procédé, dans l'industrialisation de ce procédé, mais également, on a beaucoup parlé là d'implantation, de création d'usines, de création de sites. Et là, toute la partie réglementaire est capitale, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir s'intégrer dans l'environnement, dans les contraintes réglementaires, ICPE, etc. Donc tout ça, c'est un travail qui se prépare, il faut pouvoir l'intégrer, que ça n'impacte pas sur son projet industriel, c'est-à-dire qu'on soit obligé de remodifier. Donc, plus on le prépare tôt, plus on l'intègre. Et puis, je pense, pour rebondir effectivement sur ce qui a été dit aussi, plus on travaille en collaboration, en transparence, en échange avec les acteurs locaux, les acteurs institutionnels, etc., plus on se simplifie la tâche. C'est-à-dire ne pas travailler dans son coin et ensuite s'apercevoir que effectivement les contrats nous tombent dessus et qu'on doit les subir et qu'on doit revoir notre projet. Donc, anticiper, échanger et vraiment le prendre comme un fil rouge tout au long du projet, puis encore se faire accompagner également par des spécialistes du métier. Merci Frédéric, en effet, d'insister sur l'importance
du réglementaire, il y a un autre facteur aussi qui est clé, c'est finalement la qualité des produits, la partie vraiment excellence industrielle. Gilles, est-ce que tu peux nous illustrer aussi cette approche-là que vous avez pris en compte dans la conception de l'industrialisation? Alors, pris en compte, c'est un grand mot. On va dire qu'elle nous est revenue dessus, plus exactement, cette problématique-là. En fait, on l'a plutôt négligée, pour être exact, pendant la première année. Et là, on se retrouve avec un certain nombre de machines sur le terrain et des problèmes de qualité. Et je ne parle pas de conception, mais bien de qualité d'assemblage, d'industrialisation qui nous pose souci. Et pour dire que c'est quand même important, même si on n'y pense pas forcément au début, de se pencher dessus pas trop tard. Un tout petit exemple. On a, nous, sur notre ligne d'assemblage, une centaine de références de visseries, rivets, boulons, modèles, etc. En fait, c'est assez facile de tromper, de mettre une mauvaise référence au mauvais endroit, finalement. Et nous, on a eu ce genre de souci, par exemple, sur les rivets de tailles différentes se ressemblent visuellement beaucoup. Alors, on a fait du marquage visuel, mais pour autant, ça ne suffit pas. Et donc, quand on met un mauvais rivet, un rivet de la mauvaise taille, et ben, assez vite, il pète, en fait, sur le terrain. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec ce genre. Un exemple comme ça, je peux vous en donner des dizaines qu'on a aujourd'hui, mais ce genre de soucis de qualité qui ensuite vont vous pourrir la vie dans votre relation commerciale avec vos clients, et puis aussi en interne à devoir gérer, récupérer les produits, remettre de la qualité là où elle n'était pas. Donc, pensez-y, c'est vraiment pas négligeable et c'est un sujet qui prend beaucoup de temps. Merci beaucoup Gilles, en effet, d'insister sur cette approche-là qu'on peut en effet finalement être au pied du mur et il vaut mieux pouvoir y penser un petit peu avant. Frédéric, est-ce qu'il y a aussi toute la partie finalement comment obtenir cette excellence opérationnelle? Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques retours? Donc on a vu la qualité, la partie réglementaire, est-ce que tu peux nous donner des retours sur cela? Ouais, donc outre le fait effectivement de tracer, d'avoir une certaine méthode pour pouvoir suivre et avoir cette rigueur qui amène à la qualité, là, je vais plus aller sur la performance en fait. Quand on est dans des process de développement, d'innovation, de développement, etc., on passe par différentes phases, on rencontre des problèmes, on les résout, on avance, on fait évoluer notre produit ou notre process. Et en fait, dans toute cette démarche-là, qui est passionnante, où il se passe beaucoup de choses, on avance un petit peu par l'expérimentation et on arrive à un produit pour qu'il soit optimum, en fait, pour qu'il soit vraiment le meilleur possible, il faut pouvoir le remettre en cause régulièrement. C'est-à-dire qu'une des méthodes qui nous permet de garder, je dirais, toujours le meilleur de ce qu'on fait, c'est de pouvoir faire des revues critiques, c'est-à-dire que nous, on passe par des méthodologies d'analyse de la valeur, d'analyse fonctionnelle, d'analyse de la valeur, où on va re-questionner à chaque étape à quoi servent chacune des briques, à quoi servent chacune quelles sont les fonctionnalités que je dois résoudre, fournir, quelles sont les contraintes que j'ai, puisque tout cet environnement de fonctionnalités, de contraintes, d'interactions, etc., tout cela évolue au fil du développement et surtout au moment de l'industrialisation. Et à certains moments, on a fait des choix, on a fait des conceptions qui étaient liées à cet environnement, qui étaient liées à ces contraintes. On a rajouté un système parce qu'on avait un problème. Si ce problème n'est plus là au moment de l'industrialisation, pourquoi garder ce système? Donc, remettre en fait en question régulièrement, repasser par des screenings, ce qu'on appelle AFAV, donc analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, pour toujours se remettre au bout du jour dans les différentes étapes et surtout au moment de l'industrialisation, repenser vraiment le produit au moment de l'industrialisation en se disant est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, au moment de l'industrialisation, est-ce que je suis dans le même contexte? Est-ce que j'ai les mêmes contraintes? Est-ce que j'ai les mêmes problèmes à résoudre? Est-ce que ma solution est toujours la meilleure dans ce cadre-là? Voilà, ça, je pense que c'est une des méthodes qui permet de s'assurer qu'on a un produit performant. Merci Frédéric de montrer l'importance de la chaîne d'industrialisation. Merci à tous. C'est le moment des questions qui ont été posées sur Livestorm. N'hésitez pas si vous en avez encore à les poser. Une des premières questions est finalement, on a parlé d'anticiper et anticiper très tôt la phase d'industrialisation. Comment on peut aussi, pour anticiper cette phase d'industrialisation, analyser les coûts en phase de R&D, comment justement à la fois anticiper
la conception, mais également du coup cette partie de coût. Est-ce que Frédéric, du coup, tu veux peut-être commencer à répondre sur cette question? Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, ça c'est je dirais, des prestations que l'on fait pour nos clients et nos partenaires. C'est-à-dire que à chacune des étapes, pour avancer dans un projet, on a besoin de savoir où on va. Donc en fait, on va faire différents niveaux d'évaluation, c'est-à-dire on va passer par des avant-projets sommaires, des avant-projets détaillés, etc., qui vont évoluer aussi au fil du temps. Le niveau de précision et le niveau d'implication dans ces études va être adapté en fonction justement de la maturité, c'est-à-dire plus on va être en amont, plus on va être loin de cette phase d'industrialisation, plus on va faire des études, je dirais un petit peu générales, un petit peu avec des budgets, avec des incertitudes assez élevées. On va être à 30%, 40% d'incertitudes sur les budgets, mais par contre, ça permet de valider un business model, ça permet de valider des budgets, de valider également, on parlait d'implantation, des besoins en termes de surface, des contraintes au niveau des sites, et ça permet d'avancer sur le choix de son implantation. Donc, toutes ces études-là, on les fait à différentes étapes, avec différents degrés de précision, de profondeur et d'exactitude sur les chiffres qu'on sort. Donc, depuis des études d'avant-projet sommaires jusqu'à quasiment des études prêtes pour réalisation, où là, on va avoir un budget définitif. Donc ça, tout à fait, ça, c'est des choses qui s'intègrent, qui se font dans le suivi, dans le déroulement, je dirais, de l'étape de conception et d'industrialisation. Ok. Merci beaucoup Frédéric pour ces éléments de réponse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent y répondre. Sinon, on a également la question de est-ce qu'il faut envisager un ERP et comment le dimensionner. Je crois que Gilles, tu as quelques éléments sur cette question. Oui, alors pour compléter ce que je disais à l'écrit, c'est un sujet qui est déjà d'actualité chez nous, puisqu'on a déployé un ERP tout début 2020. En fait, on a lancé le déploiement début 2020. Et pour illustrer la complexité de ce que c'est qu'un ERP, on n'a pas tout à fait fini le déploiement. Là, on est fin septembre. Je pense qu'en fin d'année, on sera bon. Mais pour illustrer que c'est pas simplement mettre en place un logiciel, c'est définir tous les process qui vont permettre de fonctionner les process autour du logiciel. Et puis, c'est paramétrer ensuite ce logiciel aussi. Ça prend énormément de temps. Vraiment, c'est très, très chronophage pour une petite structure. En revanche, je pense que c'est indispensable quand on arrive quand on est dans l'industrialisation. C'est-à-dire que nous, on l'a fait début 2020. On avait commencé à produire début 2019. Donc, on a eu un an. On s'est débrouillé avec des fichiers Excel, pour faire simple, que ce soit pour les achats, pour les stocks ou pour la partie vente. Après, la partie compta était complètement externalisée. Et ça devenait ingérable, notamment sur la partie achat et stock, dès qu'on a eu un petit peu de volume. Voilà. Mais ça ne sert à rien, à mon avis, de commencer trop tôt, parce que ça va vous amener beaucoup de contraintes dont vous n'avez pas besoin au tout début. Voilà. Mais par contre, quand vous lancez, prenez en compte que ça prend du temps, que c'est un vrai investissement. Une petite précision, Gilles, quel type de RP vous avez choisi? Oui, alors on est sur Sage 100 Cloud avec 3 briques. En gros, la brique, une brique gestion commerciale qui inclut la brique vraiment commerciale du devis jusqu'à la facture, mais aussi la brique achat côté fournisseur et donc gestion des stocks. Et une brique comptable qui nous permet petit à petit de reprendre la main sur notre comptabilité, sur notre suivi de la rentabilité. Merci beaucoup Gilles pour ces précisions. Géraldine, je crois que tu voulais aussi ajouter quelques informations sur cette question de RP et de conception. Oui, tout à fait. En fait, je complétais justement ce point-là pour dire que le process, comme vous le disiez tous, est un process itératif. Donc, on fait, on refait et en fait, on ajoute à chaque fois des paramètres. Et c'est important, en fait, dans la partie conception, c'est d'intégrer aussi la partie simulation. Et dans la partie simulation, ça vous permet en fait de voir concrètement quelles sont les incidences de votre conception sur la modélisation en fait et sur l'expérience derrière qui va suivre. Donc dans chaque étape, n'hésitez pas à rajouter cette brique d'expérience qui vous permettra de voir en virtuel ce que va vous donner votre produit en réel. Donc, la notion de digital twin est extrêmement importante et à prendre en considération dans votre conception. Donc, n'hésitez pas à prendre des outils adaptés à ça pour pouvoir intégrer cette phase dès le départ de votre projet.
Pour ceux qui ne savent pas, les logiciels de Dassault Systèmes ne sont pas uniquement des logiciels de conception, mais c'est également une plateforme collaborative dans laquelle tout est intégré. Donc, tout le monde peut collaborer avec tout le monde, que ce soit un financier, que ce soit une équipe marketing, que ce soit une équipe de designers ou d'ingénieurs, peuvent collaborer ensemble en partageant en fait les mêmes outils. Et surtout en ayant des visus qui permettent à chacun, quels que soient les rôles dans l'entreprise, de pouvoir en fait collaborer ensemble. Donc, le processus de conception permet d'intégrer tous les membres d'une équipe. Et ça, c'est extrêmement important dans toutes les phases, même parfois très techniques, qui ne pourraient pas, dans certaines plateformes, intégrer donc des profils qui sont des profils plutôt business. Donc ça, c'est un avantage qu'il faut considérer. Merci beaucoup pour ces différentes précisions sur l'ERP. Il y a également une autre question sur la partie R&D et protection. Donc on a beaucoup parlé des partenaires, mais comment on peut se protéger vis-à-vis d'un partenaire industriel quand on n'a pas encore de brevet? Je crois que Frédéric, tu voulais y répondre à cette question, c'est ça? Tu avais quelques éléments? Ouais, je pense que je peux amener des éléments puisque c'est notre quotidien en fait. On accompagne des startups et des porteurs de projets en phase très amont. Donc, et sur des parties, enfin, tout n'est pas protégeable, brevetable, etc. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure dans le profil type d'un bon partenaire, c'est la confiance. La confiance, elle se gagne, elle se construit, et elle passe aussi par du contrat, par des clauses. Donc en fait, nous, ces sujets-là, on les gère principalement par les contrats que l'on signe avec nos clients, nos partenaires. C'est qu'en fait, dans ces contrats-là, il y a des contrats de confidentialité, de pays, protection intellectuelle, c'est-à-dire qu'en fait, la mission qu'on va confier, qu'on va externaliser, là où on va se faire aider, il faut bien faire la différence entre ce qui va continuer à vous appartenir, puisque en fait, vous payez un partenaire pour vous aider dans votre développement, mais comme c'est vous qui le financez, comme c'est vous qui êtes le donneur d'ordre, il faut vous assurer que ce qu'il va développer vous revient. Donc, c'est là où il faut être très, très prudent et puis voir bien la différence entre ce que vous apporte en fait un fournisseur ou un partenaire de sa propre propriété intellectuelle, sa propre valeur ajoutée. Là, effectivement, ça, c'est quelque chose qui va lui appartenir et dont vous bénéficiez dans votre développement. Il faut bien pouvoir le différencier de ce que vous, en tant que porteur de projet, vous financez, vous contribuez avec l'appui d'un tiers et qui, dans ce cas-là, doit vous revenir. Donc, il faut bien protéger. Et ça se fait dans le contrat, c'est-à-dire qu'il y a la définition de ce qui va être créé dans le contrat, à qui ça revient, sous quelle forme, qu'est-ce qui était précédent au contrat, etc. Donc, en fait, ça commence toujours par un contrat de confidentialité, un NDA, ça c'est la base dès le début, il faut les faire très tôt, il faut qu'ils soient bien construits, il faut qu'ils soient suivis aussi. Et puis derrière, dans le contrat de prestation, bien s'assurer de ce qui va être développé, du transfert d'informations et du transfert de pays. Mais c'est des choses qui se gèrent bien par contrat. Puis après, je dirais que c'est la façon de fonctionner aussi qui fait que la confiance se crée et se perpétue, quoi. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour cette partie propriété intellectuelle. Il y a une question, mais là je redirigerai vers le prochain webinaire qui aura lieu mardi sur la relation de partenariat avec des groupes industriels pour justement lancer des POC ou sur des premiers produits ou pour industrialiser. Donc ça, je vous invite à participer au webinaire mardi prochain. Il y a une dernière question qu'on va prendre peut-être avant le mot de conclusion de nos intervenants, qui est pour toi Gilles, par rapport à cette montée en cadence. Finalement, on a vu, et on vous le souhaite à tous, qu'il y a une première phase d'industrialisation qui est le démarrage, et puis forcément, il y a des évolutions, et donc Gilles, on l'a vu avec toi que vous avez été obligé de déménager. Donc, comment envisages-tu, Gilles, cette montée en cadence? Alors là, il y a même des chiffres quand tu auras multiplié par 10 ou 50. Est-ce que justement, tu vas externaliser? Alors, pour donner des chiffres, nous, on a fabriqué une centaine de machines l'an dernier, en 2019. Assemblées, parce que vraiment, nous, on a des opérations d'assemblage ici. On va être à peu près au double cette année, à 200.
grosso modo sur la même installation. On estime qu'on pourrait monter jusqu'à 300 ou 400 sur l'année, enfin plus exactement une quarantaine par mois sur notre ligne. Mais notre objectif là pour l'an prochain est justement de passer ce cap, donc d'être à 500 machines, donc faire x2 ou x3. Et là, on n'aura plus la place, et notamment pour des questions de stock, comme je disais tout à l'heure. Concrètement, viser sur une activité industrielle un rythme de x2 ou x3 tous les ans en termes de prod, c'est déjà pas mal. En tout cas, sur notre secteur à nous, c'est déjà pas mal, déjà d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue industriel. C'est des bons rythmes. C'est des rythmes aussi qui sont satisfaisants pour nos investisseurs. C'est quand même pas négligeable. Mais ensuite, la question quand on sera à x10 ou x50 par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'on va externaliser? C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on externalise. Notamment là, on va faire un premier pas qui va être de séparer la partie ligne d'assemblage et de l'envoyer quelque part en France. On ne sait pas encore où. Et là, on va se poser la question de quel territoire choisir une nouvelle fois. Tout simplement parce qu'on arrive à un stade de maturité où c'est pertinent de le faire. Une fois qu'on a passé ce premier cap, on se posera la question sûrement dans 2 ans ou 3 ans de est-ce qu'on continue à garder cette activité en interne ou est-ce qu'on la confie à un de nos partenaires, un fournisseur. Et ça dépendra. Ce sera sûrement d'ailleurs une réflexion qui sera géographique. On gardera peut-être une partie pour ce qui est la production pour le commerce français et peut-être qu'on externalisera pour ce qui est en Europe ou en Amérique, enfin aux États-Unis. Voilà, ce sera peut-être plutôt comme ça que ça va s'orienter. Merci beaucoup de donner cet éclairage-là. On a vu, merci à tous nos intervenants, on a vu du coup que l'industrialisation, c'était important de l'anticiper. Là, c'est aussi intéressant de voir comment, Gilles, par exemple, on se projette aussi, donc d'avoir cette réflexion à la fois très en amont et puis de projection. On a vu donc c'était important aussi d'intégrer des partenaires, que ce soit des partenaires technologiques, business, mais également du territoire. Et que c'est important d'avoir ces relations de confiance avec vous. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé vos visions. Pour terminer ce webinaire, est-ce que vous pouvez chacun nous donner un petit peu les clés, les facteurs clés, les recommandations que vous feriez aux participants sur cette phase d'industrialisation? Benoît, est-ce que tu veux commencer du coup? Oui, donc merci Cécile, je peux effectivement commencer, mais je crois que tu viens de redire effectivement le maître mot, c'est encore une fois anticiper. On l'a tous dit et je crois que c'est absolument fondamental. J'irai un petit peu plus loin en fait en disant qu'il faut stratégiser l'industrialisation, c'est-à-dire en fait considérer que c'est une étape fondamentale dans la vie de tout produit et au moins autant que la conception et le marketing. Dans tous les cas, ne pas considérer que conception et indus sont des étapes séquentielles et à l'inverse en fait elles doivent être, on l'a dit et répété, en fait intimement liées. Et en fait, en vérité, très souvent, c'est la confondre. Être humble aussi et connaître ses limites, c'est-à-dire être lucide sur ses propres compétences internes et donc s'appuyer sur des experts, des partenaires, on l'a aussi beaucoup évoqué, qui connaissent les sujets sur lesquels on doit travailler, s'améliorer, industrialiser. Et donc, in fine, recruter aussi au meilleur niveau et idéalement, c'est un message que je passe très souvent en fait, recruter plus compétent que soi dans la durée, ça a toujours de la valeur. Donc voilà pour ma part, merci beaucoup Cécile, merci à tous. Merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup Benoît. Géraldine, est-ce que tu veux donner aussi quelques conseils aux participants? Le conseil complémentaire, parce que je pense que en fait, voilà, déjà beaucoup de choses ont été dites. Avoir une vue holistique, essayer de prendre en compte absolument tous les paramètres et toutes les compétences, donc avoir une vision très multidisciplinaire au sein d'équipe, parce que l'homme, c'est aussi la force d'une entreprise. Et donc, la technique, c'est bien beau, mais si l'homme n'est pas là, voilà, en fait, il n'y aura pas de projet. Merci beaucoup, Géraldine, d'insister sur la partie humaine. Hélène, quelques mots? Alors, je le redis, on l'a dit 20 fois, mais anticiper, c'est vraiment une priorité. Et puis, on l'a dit aussi, à différentes étapes, essayez de prendre du recul. Donc, entourez-vous de personnes qui pourront vous aider au questionnement. Et dans le cas des territoires, eh bien, rencontrez-nous. Donc, n'hésitez pas à aller au-devant des services développement économique de votre environnement. Voilà, en fonction des différentes étapes, on aura plaisir à vous accompagner. Merci beaucoup
Hélène, Frédéric, quelques mots? Ouais, alors je vais pas faire des redites, mais si quand même anticiper, je le redis, s'entourer, alors surtout s'entourer de gens avec un autre regard, de gens différents, donc ça c'est important. Et pour donner quand même un axe supplémentaire, c'est les écouter, c'est-à-dire que chercher la critique, susciter la critique, c'est nécessaire. L'entendre et l'écouter, c'est difficile, mais c'est un gage de succès. Donc voilà. Merci beaucoup Frédéric. D'autant plus qu'en général, on a sa techno et on est bien attaché à sa techno avec les startups deep tech. C'est vrai que parfois, c'est difficile d'écouter. Et c'est une force. C'est ça. Gilles, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un petit peu comme pour tout le reste en startup, c'est écouter les conseils et faites ce que vous voulez avec, parce que finalement, c'est votre aventure. Donc, prenez et puis faites le tri. Merci beaucoup à tous. Juste avant de terminer ce webinaire, voilà, un grand merci à vous 5 d'avoir donné vos clés, vos retours d'expérience sur cette phase d'industrialisation. Et merci à tous également d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme on le disait en introduction, on a lancé ce programme donc hier avec un webinaire sur le financement dont le replay est accessible. Et on a également d'autres webinaires, donc mardi prochain sur le travail avec les grands comptes, finalement comment aller au-delà d'un POC et comment travailler avec les grands comptes, et également comment se développer après l'incubation, où on aura les startups présentes chez Accélère, donc l'accélérateur de startups d'Air Liquide, qui témoigneront de ce qui se passe après l'incubation. Voilà, un grand merci à tous, et puis bonne journée et à bientôt. On vous enverra les replays. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.